Bonjour. Dans ma vidéo précédente sur la stop motion dans les années 1900, nous avions largement parlé d'un Espagnol du nom de Segundo de Chaumont qui avait réalisé une dizaine de courts-métrages. Eh bien, ce prince de la féerie a récidivé dans les années 1910 avec Métamorphose en 1912, que je n'ai pas retrouvé, et La guerre et le rêve de Momie, avec une grosse partie en acteurs réels, qui montre les affres de la guerre, et au milieu duquel la petite fille Momie s'endort et rêve que son petit soldat jouet va lui-même partir à la guerre, recruter une armée, construire un château fort, tirer au canon et même faire travailler des ingénieurs. Le premier film stop-motion antillais est né. En 1910, un certain Émile Cole réalise Le Petit Chanteclair, adaptation d'une pièce de théâtre d'Edmond Rostand, moins connu que Cyrano de Bergerac. Je vous conseille néanmoins le visionnage ou la lecture de Chanteclair. On pourrait penser que la stop-motion se prête bien à l'adaptation de cette pièce, où tous les personnages sont des animaux. Émile Cole a utilisé des figurines assez peu flexibles, qui donnent une touche d'incohérence, signature de ce réalisateur. Mais ces figurines évoluent dans de très beaux décors. Cole a su utiliser les codes de la stop-motion pour réaliser des passages qui sinon auraient été inadaptables. Je pense notamment à la séquence de la pièce où de nombreux coqs de races différentes rentrent dans la ferme. Émile Cole, qui n'a pas pu ou n'a pas voulu se procurer des figurines de coqs toutes différentes, nous préfère les montrer en dessin. Une adaptation de quelques minutes ne peut bien sûr pas être totalement fidèle à l'œuvre d'origine, mais l'ensemble du court-métrage est plutôt un bon résumé de la pièce, à l'exception surprenante de la fin, qui est à la fois beaucoup plus tragique et beaucoup plus comique que dans la pièce. Les mêmes remarques peuvent s'appliquer au Tout Petit Faust, réalisé également en 1910, qui est l'adaptation de l'opéra de Goethe. À nouveau, des figurines statiques évoluent dans de magnifiques décors, dans un résumé propre de l'œuvre. Mais en 1912, nous voyons apparaître un réalisateur dont nous reparlerons, du nom de Władysław Starewicz, qui francisera son nom en Ladisław Starewicz. En 1912, il présente donc Le Beau le Canide et La Revanche du caméraman, tous deux réalisés grâce à des insectes, jouent le rôle de figurines totalement articulées, qui sont animées d'une telle façon qu'on a réellement l'impression de suivre les insectes dans leur vie quotidienne, dans le premier film dans une scène de chevalerie, dans le second film dans une scène de romance, où un scarabée trompe sa femme avec une libellule, qui elle aussi le trompe avec une sauterelle, ne vous inquiétez pas, et où un caméraman un peu pervers se vengera de s'être fait tabasser par ce même scarabée. En 1913, Starewicz nous présentera Le Noël des insectes, où Saint-Nicolas fait sortir des insectes du rocher et ces insectes vont pouvoir profiter de Noël en faisant du lapin. Le scénario nous raconte des histoires prenantes que nous avons plaisir à suivre. En 1915, Starewicz nous présentera un film lui aussi en partie avec des acteurs réels, et avec une petite fille qui rêve
scarabées qui partent en guerre, mais qui sont momentanément arrêtés par le courage d'un lys qui leur fait face. Dans le lys de la Belgique, en effet, le lys est une allégorie de la Belgique qui, pendant la Première Guerre mondiale, a fait face à la puissante Allemagne. En 1915, un autre réalisateur du nom de Willis H. O'Brien va faire ses débuts avec Le Dinosaure et le chaînon manquant, une tragédie préhistorique qui nous montre des personnages en pâte à modeler, un homme préhistorique qui part à la chasse aux dinosaures. Deux autres courts-métrages dans la même veine suivront, Volaille préhistorique en 1916 et 10 000 avant Jésus-Christ en 1917. Les décors sont jolis, l'animation fluide, mais on regrettera une histoire un peu bancale. Il s'agit plus d'une succession de sketchs dans un univers préhistorique.
en 1918, Willis O'Brien a réalisé Le fantôme de la montagne sommeil, avec des acteurs réels et des dinosaures en pâte à modeler animés en stop motion. Alors, il faut savoir que ce film, qui a coûté 3000 $ et qui en a rapporté 100 000, durait à la base 45 minutes. Mais le producteur de Willis O'Brien en 1918 a fait raccourcir le film à 12 minutes. En 1918. Producteur chiant, ça date pas d'hier. En plus, il a utilisé les morceaux coupés pour faire 2 suites à ce film, sur lesquels O'Brien a reçu très peu de sous. Le fantôme de la montagne sommeil raconte comment l'explorateur Jack Holmes, joué par le susmentionné producteur Davley, raconte à ses jeunes neveux et nièces comment il a rencontré le fantôme de Mad Dick, que je me refuse à traduire, et qui est joué par O'Brien lui-même. Et ce fantôme lui a permis de voir des dinosaures. Dans le film, en effet, on peut voir un brontosaure, 2 tricératops qui se battent, et un tyrannosaure qui attaque l'un des tricératops. Brontosaure, tricératops, tyrannosaure, les classiques sont déjà installés. Ce film, qui mélange des acteurs réels et des dinosaures en pâte à modeler, raconte une histoire un peu plus intéressante que les 3 autres courts-métrages de Willis O'Brien, mais il nous montre encore de longues scènes contemplatives qui nous permettent déjà d'apprécier la majesté des effets spéciaux sur des dinosaures. En 1916, un certain Howard S. Moss a réalisé Marie et Gretel, que l'on pourrait appeler Marie, Gretel, la fée, les 3 nains et le lapin blanc, où plusieurs contes se mélangent avec une issue assez tragique. A noter que M. Moss utilisera plus tard, dans des films que je n'ai malheureusement pas retrouvés, la technique du remplacement de poupées, dans lequel il va changer le visage de ses marionnettes pour les faire jouer différentes émotions. Évidemment, dans les années 1910, nous sommes obligés de parler du premier long-métrage d'animation qui a malheureusement disparu. Il s'agit de L'Apôtre, réalisé en 1917 par le réalisateur argentin Quirino Cristiani, qui était lui aussi un pamphlet anti-guerre. Pour la première fois, nous avons la possibilité de parler de cinéma d'animation stop-motion japonais avec Junichi Kochi, qui a réalisé plusieurs courts-métrages, dont le premier le plus célèbre est Le sabre flambant neuf de Hanawa Ekonai, qui raconte l'histoire d'un homme qui achète un sabre émoussé mais qui va se révéler de grande valeur. Ce film est composé en partie d'animation traditionnelle et en partie d'animation en papier découpé,
qui est moins cher et plus facile à produire, et qui se démocratisera au Japon. On peut également citer Seitaro Kitayama, qui a réalisé en 1910 Urashima Taro, un film d'animation également en papier découpé, qui adapte un conte traditionnel japonais qui raconte l'histoire d'un pêcheur voyageant sur une tortue. Et l'animation en papier découpé nous mène au seul film qui a survécu du réalisateur Charles Armstrong, Le clown et son âne, en 1910. J'aimerais également attirer votre attention sur le film de James Horgan, que je n'ai pas retrouvé, La tour de l'horloge de Yougal, qui a également été réalisé en 1910, qui présente un intérêt car ce n'est pas un personnage qui est animé, mais un immeuble, que ce soit pour Segundo de Chaumont, pour Starevich ou pour Cristiani. La Première Guerre mondiale, qui a évidemment été marquante dans ces années 1910, a également touché le cinéma de stop-motion. On peut se réjouir que plusieurs films anti-guerre aient vu le jour à ce moment-là et aient permis de véhiculer ces idées auprès des enfants. Plusieurs styles se côtoient à ce moment-là, que ce soit l'animation de figurines jouées que l'on connaissait des années précédentes, mais aussi, inspiré sans doute de Frank Percy Smith, l'animation d'insectes, qui sont très articulés, qui se prêtent particulièrement bien à l'animation en stop-motion. On assiste également au début de l'animation en pâte à modeler et à la démocratisation de l'animation en papier découpé, qui va se révéler très importante dans les années suivantes, que ce soit au Japon ou en Europe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder les autres. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!